Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci chers élèves pour ces questions pertinentes posées lors de la première séance. Et je remercie Dieu qui nous a aidés à répondre à ces soucis-là. Chers élèves de l'ONG Aide Service Éducation, nous sommes à la deuxième séance de nos cours de géographie. Et ce matin, vous avez à ce micro votre professeur M. Traoré. Alors, nous avions vu des éléments dans la première séance relativement aux facteurs de la mondialisation. Et maintenant, concernant le cours de ce matin, nous allons aborder le petit 2, les acteurs de la mondialisation. Alors, vous savez, c'est des échanges qui se font un peu partout dans le monde. Ici, concernant les acteurs, c'est de savoir quel est le contenu des individus qui reçoivent et qui envoient. Alors, le premier élément, nous avons les États. Les États. Les États du monde. Alors, les gouvernements lèvent les obstacles réglementaires au libre-échange des marchandises, des capitaux et des services. Ils incitent les entreprises étrangères à s'installer sur le territoire et accompagnent les firmes internationales dans leur expansion mondiale. D'accord? Alors, pourquoi parlons-nous des États? Voyez-vous par exemple sur une structure internationale que je pourrais appeler une entreprise internationale. Nous allons prendre un exemple de Huawei par exemple, qui sont spécialisés dans la technologie des nouvelles, qui sont spécialisés dans les NTIC, souhaitent s'installer par exemple chez nous en Côte d'Ivoire. Alors, la réglementation sur les entreprises recommande qu'on fasse des facilités à cette entreprise, notamment en essayant de voir un peu du point de vue des impôts, réduire les impôts, les accompagner à s'installer de telle sorte que cette entreprise soit un facteur d'embauche pour les Ivoiriens. D'accord? Donc, qu'est-ce que l'État va faire? L'État va faciliter l'installation de cette entreprise. Ensuite, l'accompagner dans l'exécution de son cahier de charges et, si possible, aussi l'accompagner dans le point de vue de l'emploi pour réduire considérablement le chômage en Côte d'Ivoire. Voilà des éléments d'où interviennent beaucoup les États. D'accord? Alors, c'est pas seulement que les États. Nous avons un deuxième élément, les organisations internationales et les firmes transnationales, qu'on appelait les FTN. Alors, les organisations internationales. Il s'agit des institutions financières, notamment FMI, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Fed, le Fonds économique qu'on appelait généralement la Banque fédérale des États-Unis, la Fed, l'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce, le G8, les grandes puissances, les 8 pays puissants au monde, les ONG. Voilà. Donc, à côté de ces institutions-là, nous avons aussi les FNN. Elles ont un rôle fondamental dans la mondialisation en adoptant des stratégies industrielles planétaires. Elles sont plus de 70 000, je pourrais dire plus de 70 000 dans le monde, avec plus de 850 000 filiales à l'étranger. Et nous allons donner quelques exemples. On a Apple par exemple, dans le domaine de la technologie, qu'on appelle par Apple. On a Nestlé, on a Toyota,
on a IBM, etc. Et c'est pas tout. Quand nous orientons vers les entreprises françaises, on a Boeing, hein, ainsi de suite. Les entreprises chinoises, on a Huawei, hein, et japonaises, on a Honda, ainsi de suite. Tous ces grandes entreprises-là participent et ils sont véritablement acteurs dans la mondialisation. Alors, si on a bien suivi, il y a d'abord les institutions et puis à côté, on a les grandes entreprises internationales qu'on appelait les firmes transnationales. C'est-à-dire, c'est des firmes qui sont représentées un peu partout. Quand vous allez par exemple comment dirais-je, en Russie, vous allez voir que Nestlé est représenté là-bas. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, Nestlé est représenté. Alors, lorsque vous irez en Europe, par exemple, vous allez constater qu'au niveau de l'Europe, on a Toyota qui est représenté. Et vous arrivez au Japon, on a Toyota là-bas, ainsi de suite. C'est les multinationales qui s'exportent à travers le monde entier. Alors, autre élément, les organisations économiques régionales. Ça, c'est vraiment important dans la mondialisation. Le principal résultat de ces blocs économiques régionaux est l'abolition des barrières douanières entre ses membres. Celle-ci permet d'assurer un développement du commerce intra-régional. Alors, que comprendre par ces éléments-là? Il faut savoir que lorsque nous mettons en place des structures économiques sous-régionales ou bien régionales, il y a des facilités qui s'exercent entre les pays membres. Voyez-vous un exemple. Lorsque un individu est membre de la CEDEAO, il n'a pas besoin de passeport véritable pour se déplacer dans les pays de la CEDEAO. C'est vrai qu'on a un passeport CEDEAO, mais il n'y a pas trop de contraintes. Quand on prend au niveau de l'Europe, par exemple, celui qui a le visa Schengen, il se déplace un peu partout à travers l'Europe sans inquiétude. C'est dû au fait que le visa Schengen n'est rien d'autre qu'un visa entre États membres de l'Union européenne qui permet aux États membres de circuler, d'aller et de revenir sans inquiétude. Alors, ces grandes organisations économiques régionales, nous avons par exemple l'ENA qui est au niveau de l'Amérique du Nord. On a le Mercosur au niveau de l'Amérique latine. On a l'UE, c'est-à-dire l'Union européenne. Ensuite, on a l'ASEAN, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est. On a l'UEMOA au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. C'est des exemples parmi tant d'autres. D'accord? Alors, les échanges interrégionaux permettent des échanges de plus en plus importants et plus des 3/4 du commerce mondial se réalise entre ces blocs. Alors, en guise d'illustration, nous allons ensemble observer cette carte-là qui est intitulée les organisations économiques régionales dans le monde. Ça, c'est une carte depuis 2012. Alors, on suit ensemble. Nous avons ici ce continent-là qui n'est rien d'autre que l'Amérique du Nord. L'organisation qui est implantée au niveau de l'Amérique du Nord, c'est l'ANENA. L'ANENA que nous avons vu de l'autre côté. Ensuite, lorsque nous descendons dans le continent américain, en Amérique du Sud, on a Mercosur. Ok? Alors, ici, au niveau de l'Asie du Sud-Est, on a l'ASEAN. Et ici, l'UE au niveau de l'Europe. Et puis, on a l'Organisation de coopération de Shanghai au niveau de l'Asie et autres. Voilà. Au niveau de l'Afrique, j'ai donné l'exemple de l'UEMOA, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, toutes ces organisations-là sont des organisations qui interviennent
dans le commerce, et être membre d'une de ces organisations facilite les échanges entre les États membres. Voyez-vous, lorsque nous prenons l'Amérique du Nord par exemple, un exemple, l'Amérique du Nord, un État comme les États-Unis souhaite faire des échanges avec le Mexique et autres, au nom de l'ANENA, il y a des franchises qui permettent à soit au Mexique ou aux États-Unis de commercer tranquillement avec l'autre État membre. L'autre État membre. Et c'est ce que généralement on appelle les marchés, les grands marchés communs entre les États membres. Et je vous assure que c'est vraiment très important et que ça facilite beaucoup le commerce. Alors, lorsque nous suivons la légende, nous allons en premier élément marché commun, centre américain. Ça, c'est un autre marché qui est inclus dans le marché ici, au niveau de l'Amérique centrale. Et d'autres marchés, par exemple, nous avons par exemple la communauté économique pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelait CEDEAO par exemple. La CEDEAO, et la voici ici. Quand on suit sur la carte, vous allez voir une couleur verte rayée. Voilà, c'est à ce niveau-là. Et dans ce même bloc-là, dans la CEDEAO, vous avez aussi l'UEMOA, qui est un ensemble de 8 pays qui constituent l'UEMOA et qui sont membres de la CEDEAO. Et vous allez voir par la suite d'autres organisations économiques un peu à travers le monde qui y sont représentés dans le monde. Alors, que retenir de cette deuxième partie? Alors, il faut savoir que maintenant un pays ne peut pas s'isoler du reste du monde. Pour ce fait-là, le pays se met en collaboration économique avec les autres pays du monde. Et c'est cette collaboration économique-là qu'on appelait dans un sens élevé la mondialisation économique. Voilà, qu'on appelle la mondialisation économique. Et des éléments qui facilitent la mondialisation économique, c'est ce qu'on a cité un peu dans le grand 1. Notamment, nous avions parlé des facteurs de la mondialisation. Et ensuite, nous sommes descendus un peu plus bas pour étudier ce qu'on appelait les acteurs de la mondialisation, notamment dans les États, les institutions, les ONG et autres. Alors, que retenir de la conclusion? En guise de conclusion, il faut retenir que la mondialisation se caractérise par l'accroissement des flux de marchandises et financiers. Ces résultats probants sont rendus possibles grâce à la suppression des barrières douanières, à la révolution du transport et l'émergence des TIC. Mais l'Afrique contribue peu dans ces flux de change planétaires. Elle ne fait que recevoir pour la majeure partie du temps. Un effort doit être fait pour corriger cette situation et protéger nos entreprises nationales. Et ce détail-là est très important, la protection de nos entreprises nationales. Je vous avoue que lorsque la propriété intellectuelle au sein de nos pays, nos différents pays, ne sont pas protégées, elles font difficilement la concurrence avec les grandes firmes que nous connaissons un peu partout. Donc, d'où la nécessité de protéger ces entreprises-là pour aussi faciliter l'employabilité de la jeunesse africaine de façon générale et de la jeunesse ivoirienne en particulier. Alors, j'ouvre déjà une série de questions et je tiens à vous remercier pour votre attention et que Dieu nous protège
Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.